Durant des dizaines d'années, l'icône Sandy Shaw a projeté une image d'aisance absolue comme si la célébrité était une seconde nature pour la princesse de la pop aux pieds nus. Elle incarnait cette jeune femme insouciante qui offrait un sourire radieux, chantait ses mélodies entraînantes et s'éclipsait discrètement avant que quiconque ne puisse discerner le lourd tribut exigé par l'industrie. Pourtant dissimulée derrière les succès planétaires, derrière le faste de la couronne de l'Eurovision, et un silence imposé se tairait une existence sculptée par l'angoisse, une pression systémique et des choix cruciaux faits à un âge où l'on est bien trop tendre pour en saisir la gravité. Aujourd'hui, à l'âge vénérable de 78 ans, Sandy Shaw a décidé de laisser tomber le masque et de ne plus protéger la mythologie de sa propre carrière. Les révélations qu'elle consent enfin à livrer ne font que valider ce que beaucoup d'observateurs avertis soupçonnaient tacitement depuis fort longtemps sans oser le formuler. C'est l'histoire d'une jeune fille dressée à l'art de se taire. Sandy n'était qu'une adolescente lorsque la notoriété l'a percutée avec une violence bien supérieure à sa capacité de compréhension du monde. À peine âgée de 17 ans, sa voix résonnait sur toutes les ondes et son visage s'invitait quotidiennement dans les foyers via les écrans de télévision omniprésentes et inévitables. Sa personnalité publique était une construction méticuleuse façonnée pour satisfaire une audience avide qui ne prenait jamais la peine de se soucier de l'état émotionnel de l'artiste derrière le micro. Cette gloire fulgurante s'accompagnait d'un cahier des charges strict dont la règle d'or inaliénable et non négociable était le silence absolu sur les coulisses. Au cœur de l'industrie musicale et télévisuelle britannique des années 60, une caste d'hommes influents s'octroyait le droit de franchir les limites physiques s'attardant plus que de raisons parfaitement conscients de l'impunité que leur conférait leur statut. Avec le recul, Shaw dépeint cette époque révolue comme un terrain de chasse où les prédateurs opéraient à visage découvert blindés par leur réputation intouchable et la terreur qu'ils inspiraient. Lorsque des gestes déplacés ou des avances non sollicitées survenaient, elle s'interdisait toute protestation publique, étouffant sa réaction instinctive. Ce mutisme n'était pas un choix, mais une consigne formelle qui lui avait été inculquée dès ses premiers pas dans le métier. Sa propre manageuse avait été d'une clarté glaciale, émettre la moindre plainte équivaudrait à un suicide professionnel immédiat. Conserver son emploi exigeait de conserver ses secrets. Si une forme de protection existait, elle était toujours gérée en interne dans l'ombre des bureaux feutrés et ne passait jamais par la voie légale ou la justice officielle. On s'arrangeait simplement de manière pragmatique pour qu'elle ne se retrouve jamais seule dans une loge avec certains individus identifiés, évitant l'isolement et la vulnérabilité sans jamais traiter le problème à la racine. Cependant, la structure même du système restait intouchable. À cette période, ces comportements étaient rationalisés comme une norme, une nécessité, voire comme la taxe inévitable pour rester sous les projecteurs. Shaw a toujours fait preuve d'une grande prudence pour ne pas transformer la relecture de son passé en un simple réquisitoire vengeur. Elle s'est abstenue de livrer des noms en pâture, refusant catégoriquement de participer à ce qu'elle qualifie de chasse aux sorcières médiatique, préférant l'analyse à la délation. Néanmoins, son soutien a toujours été inébranlable et sans équivoque envers celles et ceux qui, des années plus tard, ont trouvé le courage de briser l'omerta sur ces mêmes décennies. Sa philosophie est d'une limpidité totale, les victimes méritent une écoute attentive, car ce silence institutionnel qui a permis de préserver des carrières prestigieuses a en contrepartie broyé des existences. En analysant froidement le passé, Shaw décrit ce milieu du spectacle comme un environnement tout sauf aseptisé, bien loin de l'image glamour vendue au public. L'autorité masculine y était absolue, une doxa qui ne souffrait aucune contestation ni remise en question. La notion de frontière personnelle était floue, considérée comme une variable d'ajustement, et les jeunes talents comprenaient très vite que leur malaise pesait bien peu face à l'impératif de maintenir les apparences. Dans des entretiens accordés ultérieurement, elle a théorisé que le bonheur présent a le pouvoir de modifier la perspective que l'on porte sur ses traumatismes passés. Cela ne signifie nullement que les cicatrices s'effacent, mais la mécanique de survie en altère la signification profonde. Elle est restée debout, elle a travaillé sans relâche, elle a enduré, et pendant une éternité, elle n'a pas prononcé un mot. Ce schéma comportemental consistant à encaisser les coups, serrer les dents et avancer coûte que coûte allait définir bien plus que ses premières années de védétariat. Il préfigurait également cette victoire douce amère qui allait paradoxalement la déposséder de tout contrôle sur son art.
Au moment précis où le concours de l'Eurovision a fait irruption dans la trajectoire de Sandy Shaw, son assurance personnelle était déjà passablement ébranlée. Les chiffres de vente de ses disques s'érodiaient, son manager cherchait désespérément un nouveau souffle, et Shaw elle-même se sentait en dissonance complète avec l'image de joie factice associée à son patronyme. Lorsque la BBC l'a sollicité pour porter les couleurs du Royaume-Uni, l'offre n'a pas été présentée comme une distinction honorifique, mais comme un remède stratégique, une tactique de survie pour ne pas sombrer dans l'oubli. Face à cette proposition, Shaw a marqué un temps d'arrêt rongé par l'hésitation. Elle redoutait avec une lucidité prémonitoire que ce concours de variété ne vienne entacher sa crédibilité musicale et ne la réduise à un produit de consommation légère et jetable. Tout son instinct hurlait de refuser. Cependant, la formidable machinerie industrielle qui l'entourait lui tenait un discours opposé. Pour la sélection du titre, on l'a contrainte à interpréter plusieurs morceaux à la télévision, laissant le verdict final entre les mains du public. La sanction populaire a été instantanée et ne souffrait aucun appel. C'est précisément la chanson pour laquelle elle avait le moins d'affinité, celle qu'elle jugeait la plus éloignée de son identité artistique, qui a remporté les suffrages avec une écrasante majorité. Elle s'est exécutée chantant ce titre malgré ses réticences intimes et le destin a scellé l'affaire de manière indiscutable. Le triomphe fut total, les applaudissements résonnèrent à l'échelle mondiale et la couronne fut vissée sur sa tête pour l'éternité, mais ce succès phénoménal cachait une lourde facture du jour au lendemain. Cette mélodie a oblitéré l'intégralité de son œuvre précédente. Cette chanson est devenue une étiquette indélébile, une marque au fer rouge dont elle ne parviendrait plus jamais à se défaire totalement. Alors que l'industrie exultait et que les foules l'adulaient, Shaw éprouvait la sensation claustrophobe d'être emmurée vivante dans une narration qu'elle n'avait pas écrite. Elle avait remporté le trophée certes, mais elle avait simultanément perdu la souveraineté sur sa propre carrière. Ce titre la définissait désormais d'une façon si restrictive qu'elle ne pouvait s'en échapper et toute velléité d'explorer d'autres horizons musicaux était subtilement mais fermement découragée par son entourage. Pourquoi diable abandonner une formule qui génère du profit? Pourtant, en coulisses, cette victoire a failli ne jamais avoir lieu et a manqué de pulvériser sa carrière avant même le jour J. Il s'avère que la direction de la BBC a sérieusement envisagé de l'exclure de la compétition non pour des raisons artistiques, mais à cause de son statut supposé de l'autre femme dans une procédure de divorce médiatisée. C'est un jugement purement moral et non une évaluation de son talent qui a failli l'effacer de l'histoire. Elle n'a dû son salut qu'au fait que la machine économique avait impérativement besoin d'elle pour tourner. Le verdict de l'industrie était sans équivoque et brutal, elle n'était qu'un actif financier dont l'importance fluctuait selon les profits générés. Ce morceau a inondé le marché s'écoulant à des millions de copies et s'ancrant comme l'hymne définitif de la compétition, tandis que les certifications Hauer et les premières places mondiales s'accumulaient avec une régularité mécanique. Pourtant, au cœur de ce triomphe statistique, Shaw ressentait un vide existentiel profond. Elle s'était transformée en l'icône vivante d'une esthétique et d'un message qui lui étaient totalement étrangers. Son identité publique se retrouvait irrémédiablement soudée à un instant fugace de sa carrière, un moment qu'elle n'avait jamais véritablement embrassé ni revendiqué comme le sien. Cette dissonance cognitive s'intensifiait jour après jour, alors que l'étau des exigences de commercial se resserrait autour de sa gorge comme un carcan invisible. La machine du show business la manœuvrait vers les circuits de cabaret et la redondance artistique exigeant qu'elle reproduise indéfiniment une caricature d'elle-même figée dans l'ambre du passé. Certes, les collaborations prestigieuses dans la mode et les apparitions télévisuelles s'enchaînaient, mais paradoxalement, son oxygène artistique se raréfiait à une vitesse alarmante. Une réalisation lucide s'imposa à elle, la victoire n'est pas synonyme d'émancipation. Bien au contraire, elle peut devenir une cage dorée dont il est impossible de s'échapper. Avec le recul des décennies, elle confessera sans phare avoir nourri une amertume tenace envers la façon dont cet épisode avait confisqué et dicté sa narration personnelle. Le problème ne résidait pas dans un échec, mais dans la catastrophe d'une réussite si totale qu'elle avait oblitéré toute autre nuance de son existence. Tandis que les ovations du public atteignaient un volume ensourdissant sa propre voix intérieure, celle de ses véritables désirs était réduite au silence complet. Avec une discrétion méthodique, elle entama les préparatifs d'une existence hors des feux de la rampe,
cherchant un quotidien où personne ne lui demanderait quelle serait sa prochaine performance, aspirant simplement à s'évaporer loin des bravos. Son divorce avec l'univers de la pop ne se manifesta pas par une explosion médiatique ou un scandale retentissant. On ne vit aucune tournée d'adieu larmoyante, aucune révérence théâtrale, ni même de mise en scène orchestrée pour marquer la fin d'une époque glorieuse. Quand Sandy Shaw tira sa révérence à l'aube des années 70, l'événement se produisit dans un calme absolu presque administratif, son contrat expira et le silence s'installa. L'attention volage du public se porta vers de nouvelles idoles et pour la première fois depuis sa puberté, elle n'avait plus de marionnettiste pour lui dicter ses mouvements ou son répertoire. Aux yeux des dirigeants du show business, elle s'était évaporée. Pour la femme derrière l'artiste, c'était la première bouffée d'air pur depuis une éternité. Elle reprit sa plume pour composer non pas avec l'objectif de grimper dans les hit-parades, mais comme un exercice d'introspection et de nécessité personnelle. Se tournant vers l'art dramatique, elle s'imposa des rôles complexes, nécessitant une rigueur germanique plutôt qu'un simple charisme de surface, participant même à l'élaboration d'un opéra rock exigeant. On la vit apparaître dans des programmes télévisés conventionnels délibérément déconnectés de la frénésie de la culture jeunesse et de l'obsession de l'image. C'est alors qu'elle posa un acte qui laissa perplexe la quasi-totalité de ceux qui gardaient en mémoire son statut de star internationale. Elle accepta un poste de serveuse en plein cœur de Londres sans porter de masque, sans offrir de justification, s'engageant simplement dans la réalité du travail manuel. Il ne fallait pas y voir une déchéance sociale, mais un rejet catégorique du concept selon lequel sa dignité humaine était corrélée à l'admiration des foules. Plus tard, Shaw affirmera avec force que cette immersion dans l'anonymat était une décision stratégique et pleinement consciente. La gloire avait envahi son espace vital prématurément, et il lui était impératif de découvrir l'essence de sa personnalité une fois dépouillée de cet artifice. C'est durant cette ère de reconstruction qu'elle embrassa la philosophie bouddhiste de la Soka Gakkai, ce qui refonda totalement sa perception de la douleur du devoir et de l'existence. Cette pratique spirituelle n'avait pas pour vocation de gommer son histoire, mais de lui offrir une architecture morale solide pour la porter. La quête de sens supplanta l'amertume et lorsqu'elle revint à la musique bien des années plus tard, ce fut avec une prudence chirurgicale et sélective. Ce retour n'était nullement motivé par une nostalgie stérile, mais par un désir profond de connexion humaine authentique. En travaillant avec une nouvelle génération de créateurs qui vénérèrent son œuvre, elle réalisa que sa voix avait conservé sa pertinence à condition de l'utiliser selon ses propres règles. Elle rejetait l'idée de courir après la mode ou de devenir une machine à remonter le temps tournant en boucle sur ses anciens succès. Désormais, chaque apparition sur scène résultait d'une volonté libre et réfléchie et non d'une contrainte contractuelle. Parallèlement, Shaw adopta une posture de plus en plus critique et transparente concernant les mécanismes brutaux auxquels les musiciens sont assujettis. Elle fustigea sans relâche un système industriel qui favorisait les produits synthétiques et les histoires préfabriquées au détriment de l'art véritable. Elle mit en lumière une vérité dérangeante: la survie dans ce milieu dépend bien plus de la puissance financière que du génie artistique intrinsèque. Si son franc-parler manquait parfois de diplomatie causant quelques heures, elle n'hésitait jamais à présenter des excuses publiques empreintes de sincérité. Sa priorité absolue n'était pas de gagner le débat mais de maintenir une intégrité totale, une période qui mit à nu sa nature profonde. En réalité, Shaw ne désertait pas la musique. Elle effectuait une course effrénée vers sa propre souveraineté et autonomie. Elle avait intégré le fait fondamental que l'énergie créatrice ne saurait être confinée aux limites étroites d'un seul support d'expression. L'acte de performance se retrouvait dans le dialogue, dans le processus thérapeutique, dans la simple présence au monde, laissant émerger lentement une nouvelle définition d'elle-même. Cette nouvelle personnalité ne se construisait plus sur le bruit de l'approbation collective, mais sur la capacité d'écoute attentive et profonde. Dès l'instant où elle accepta que le chant n'était plus son unique vecteur de communication, elle commença l'entraînement pour le rôle majeur de la seconde partie de son existence. Une fonction où la restauration de l'âme primait sur les classements musicaux et où le silence devenait enfin une propriété privée qu'elle maîtrisait. L'instant critique où son organisme déclara forfait ne se déroula pas sous les projecteurs d'une scène prestigieuse. Ce basculement eut lieu sur une route isolée du sud-ouest de la France, frappant sans sommation dans le chaos le plus total, loin de toute maîtrise.
Sandy Shaw se trouvait sur le siège passager, se laissant conduire en toute confiance par son mari, le docteur Tony Bedford, lorsqu'un autre véhicule a surgi de nulle part pour percuter violemment leur voiture, brisant l'illusion de sécurité en une fraction de seconde. La suite des événements ne lui est parvenue que par des fragments chaotiques et terrifiants, le bruit assourdissant de l'impact le monde qui bascule lors des tonneaux, et cette horrible sensation de chute libre au moment précis où le mécanisme de sa ceinture de sécurité a cédé. Sans aucune retenue pour la protéger, elle a été projetée avec une force brutale contre les parois intérieures de l'habitacle, incapable de s'extraire de ce piège de métal, oscillant dangereusement entre une douleur aiguë et les ténèbres de l'inconscience qui menaçaient de l'engloutir totalement. Dans le silence sépulcral qui a suivi le fracas, Tony Bedford a posé le regard sur le corps inerte de son épouse et a été saisi par la certitude glaciale qu'elle avait cessé de vivre. La violence du choc était inscrite sur elle, son cuir chevelu était profondément ouvert, et le sang ruisselait avec une telle abondance sur son visage qu'il obstruait ses voies respiratoires, transformant chaque inspiration en un combat désespéré pour la survie. Plus tard, elle se remémorera avoir eu une pensée d'une lucidité étrange et froide, au milieu de ce chaos une conviction intérieure qu'elle n'était pas autorisée à mourir maintenant, car l'inventaire de sa vie restait incomplet avec des actes non accomplis et des vérités non prononcées. Lorsque les équipes de secours sont finalement arrivées sur les lieux du drame, le soleil avait disparu depuis longtemps, plongeant la scène dans l'obscurité de la nuit. Le hurlement des sirènes a percé la confusion de son esprit embrumé. Une fois transportée à l'hôpital, elle allait écouter un chirurgien lui annoncer avec gravité qu'il allait devoir reconstruire son cuir chevelu, point par point. Dans une scène presque surréaliste, le médecin chantonnait tout en opérant, tandis qu'elle le suppliait dans un murmure de faire preuve de douceur. Les blessures étaient d'une sévérité critique et exigeaient une précision absolue. Le bilan physique était lourd, son visage et son crâne étaient déchirés, son épaule brisée, et son corps entier s'était transformé en une toile d'hématomes, se colorant de nuances profondes de violet et de bleu nuit. Une marque indélébile allait témoigner de cette épreuve, une longue cicatrice irrégulière partant de la racine de ses cheveux, traversant son front pour venir s'échouer juste au-dessus de son sourcil, comme une signature du destin. Si les examens neurologiques ont confirmé que ses facultés mentales étaient miraculeusement intactes, le chemin vers le rétablissement physique s'annonçait comme une épreuve d'endurance longue et atrocement douloureuse. Avec une détermination catégorique, elle a refusé toute intervention de chirurgie esthétique reconstructrice, choisissant d'accepter son nouveau visage tel qu'il était. La souffrance endurée était déjà bien suffisante sans en rajouter. La cicatrice était restée devenant bien plus qu'une simple marque sur la peau, elle symbolisait une rupture existentielle profonde. En réalité, lors d'une tournée prolongée avec Jools Holland, peu avant le drame Shaw avait déjà entamé une profonde introspection, remettant en cause les fondements mêmes de sa carrière et de son existence. Soir après soir, elle montait sur scène pour interpréter les succès de son apogée, affichant un sourire de façade à travers des routines mécaniques qui avaient cessé depuis longtemps de lui procurer la moindre joie. Elle confiait alors son désarroi, ne sachant plus quelle direction prendre. La réponse de Holland fut d'une simplicité tranchante et d'une honnêteté brutale typique d'un pragmatisme sans détour. Il lui a conseillé de ne poursuivre que ce qui lui apportait un véritable bonheur. Or, il était évident que la vie incessante des tournées ne remplissait plus cette condition essentielle. Après l'accident, cette interrogation ne pouvait plus être repoussée. Shaw a établi un inventaire mental de ses priorités. En haut de cette liste, on ne trouvait ni la musique, ni la postérité, ni la célébrité. La seule chose qui comptait désormais était le temps précieux passé en compagnie des êtres qui lui étaient chers. Elle aspirait à un temps libéré de toute obligation contractuelle, une existence où elle n'aurait plus à porter de masque ni à faire semblant. Elle est retournée à Londres pour se reconstruire. Là, elle a accepté que ses enfants prennent soin d'elle, une vulnérabilité qu'elle s'était rarement autorisée dans sa vie d'avant. L'indépendance farouche qui lui avait servi d'armure pendant des décennies a finalement été déposée au sol inutile. Elle a officialisé sa retraite avec discrétion, comme un adieu murmuré, plutôt qu'une grande déclaration publique. La sortie d'une compilation de ses plus grands succès a marqué non pas une célébration, mais le point final d'un chapitre clos.
Il n'y avait dans cette décision aucune trace d'amertume ou de regret, seulement la sérénité de l'acceptation pure et simple. La nécessité financière des tournées avait disparu, tout comme le besoin psychologique de prouver au monde sa résilience et sa capacité à tenir bon. Son corps avait délivré un message urgent que son esprit ne pouvait plus ignorer. La chanson n'était plus l'axe central de sa vie et pour la toute première fois, elle l'a admis ouvertement et sans honte. Cependant, cet accident dramatique n'a pas signifié la fin de sa force créatrice. Il a simplement mis un terme à l'obligation sociale de simuler un bonheur qu'elle ne ressentait plus, lui donnant enfin la permission de dire sa vérité. À la suite de cet événement, Sandy Shaw a posé un acte rare pour une figure publique. Elle a cessé de maintenir l'illusion et a laissé tomber les apparences. Pendant des années, elle avait calibré ses paroles avec une prudence extrême, évitant soigneusement tout langage qui pourrait suggérer du regret ou de la déception vis-à-vis de son succès. Mais avec le recul et l'expérience du traumatisme, ces mots ont gagné en clarté et en franchise. Elle a admis sans détour que chanter ses anciennes gloires ne lui apportait plus aucun bonheur, brisant ainsi le mythe de l'artiste éternellement comblé. Cette vérité résidait en elle depuis des années silencieuses et refoulées. L'accident n'a fait que supprimer la dernière excuse qui lui permettait de l'ignorer. Cet aveu n'était pas teinté de ressentiment. Shaw a toujours refusé de se peindre en victime de sa propre réussite. Elle s'exprimait plutôt avec le calme olympien et l'assurance de quelqu'un qui a enfin déchiffré sa propre complexité. Elle expliquait avec précision que le processus créatif avait toujours eu plus de valeur à ses yeux que la performance scénique. Écrire, enregistrer, réfléchir, écouter, voilà l'essentiel. C'était ces actes qui la maintenaient vivante. Répéter inlassablement les mêmes chansons chaque soir lui donnait l'impression d'être figée dans une version d'elle-même obsolète. Le public réclamait des souvenirs et de la nostalgie alors qu'elle avait un besoin vital de mouvement et d'évolution. Son honnêteté dépassait le cadre de la musique. Elle analysait ouvertement la manière dont la perception du passé se métamorphose lorsque le bonheur véritable survient plus tard dans l'existence. Des expériences qui n'étaient autrefois que source de douleur prenaient une signification nouvelle une fois qu'elle n'y était plus enfermée. Cela s'appliquait particulièrement au silence qu'elle avait gardé durant sa jeunesse au sein d'une industrie souvent impitoyable. Elle ne cherchait pas à excuser ce silence, mais s'efforçait de le contextualiser avec objectivité. C'était la peur, le déséquilibre flagrant des pouvoirs et l'instinct de survie qui avaient dicté ses choix à cette époque. Ce qui importait désormais en cette année 2026, c'était de reconnaître cette vérité historique sans la laisser définir son identité présente. Shaw examinait aussi avec lucidité ses propres angles morts, qu'ils soient politiques ou moraux. Avec une franchise brutale et analytique, elle a fini par confesser que lors de ses premières années sur la route, elle naviguait dans un brouillard de méconnaissance, ignorant totalement la nature réelle des régimes politiques oppressifs pour lesquels elle performait, ainsi que les machinations systémiques qu'elle contribuait involontairement à renforcer. Offrir sa voix aux détenteurs de l'autorité lui semblait être une obligation contractuelle banale, une simple transaction professionnelle, mais le recul historique lui a imposé le lourd fardeau de cette naïveté juvénile. Plus tard, elle a brisé ce silence complice dès qu'elle en a eu la capacité, militant avec rigueur pour les droits fondamentaux et pointant du doigt les abus structurels qu'elle aurait jadis laissés passer par ignorance. La maturité, selon sa propre philosophie, ne consiste pas à effacer les erreurs du passé comme si elles n'avaient jamais existé, mais exige de les regarder en face avec une honnêteté radicale. Sa retraite officielle en fin de compte n'était pas une conclusion, mais une métamorphose nécessaire. Lorsque le producteur Neil Davidge l'a approché avec des compositions inédites, Shaw n'a pas ressenti la pression habituelle de l'industrie, mais plutôt une curiosité intellectuelle et artistique qu'elle croyait éteinte depuis des décennies, une envie de créer libre de tout impératif commercial. Son retour à la sphère musicale s'est fait avec une lenteur méthodique et calculée, sans tournées épuisantes ni objectifs de vente, refusant catégoriquement de reprendre un rôle préfabriqué. Elle revendiquait désormais un espace de création autonome. Ce qu'elle a finalement verbalisé était d'une simplicité désarmante, pourtant complexe, à admettre après une existence définie par l'acclamation publique. La célébrité mondiale lui avait offert tous les privilèges matériels à l'exception notable de la tranquillité d'esprit. Or cette paix intérieure, une fois acquise, surpassait largement la valeur d'un héritage culturel immaculé.
Elle s'est libérée du besoin oppressant de se justifier devant un auditoire nostalgique figé dans le temps et obsédé par une image d'elle datant d'une autre époque. Elle avait conquis le droit inaliénable d'évoluer. À ce stade de sa vie, Cho n'a pas dévoilé de scandale sensationnaliste ni de secret d'alcôve. Ce qu'elle a mis en lumière est une vérité bien plus subtile, existentielle et profondément dérangeante pour le mythe du succès. Elle a démontré que la réussite sociale peut être tangible tout en étant toxique pour l'individu et que la capacité à endurer la souffrance ne doit jamais être confondue avec l'épanouissement personnel. Elle a prouvé que le départ définitif est parfois l'acte d'honnêteté le plus courageux qu'on puisse poser une décision vitale pour préserver l'intégrité de son existence. Durant les années qui ont suivi son retrait des scènes, Sandy n'a jamais sombré dans l'oubli. Elle a simplement arrêté de convertir ses tourments intérieurs en spectacle pour les masses. Bien avant que l'annonce de sa retraite ne soit officialisée, elle organisait déjà méthodiquement sa transition vers une nouvelle réalité, se plongeant dans l'étude rigoureuse de la psychothérapie, validant ses diplômes et fondant une clinique spécialisée pour les artistes luttant comme elle l'avait fait dans un silence destructeur. Cette initiative n'avait rien d'un geste symbolique ou d'une posture de bienfaisance. C'était une entreprise concrète, pragmatique et nécessaire. Son quotidien consistait à écouter et à supporter le malaise d'autrui et à aider ses pairs à déconstruire des identités fabriquées trop tôt et exposées trop violemment sous les projecteurs. Parallèlement, elle a engagé des batailles juridiques acharnées pour récupérer la propriété intellectuelle de ses enregistrements, refusant que l'essence de sa voix reste un actif financier entre les mains de tiers. La reconquête de ses droits n'était pas motivée par l'appât du gain, mais par un besoin impérieux d'autonomie et de souveraineté sur son propre travail. Pour la première fois depuis ses années d'adolescence, son œuvre lui appartenait intégralement, sans intermédiaire ni compromis. Elle détenait désormais le pouvoir absolu de décider quand sa musique devait être écoutée, comment elle devait être contextualisée, ou même si elle devait retourner au néant. Ce contrôle total avait infiniment plus de valeur à ses yeux que n'importe quelle distinction honorifique ou reconnaissance critique. Cho a également entrepris une réévaluation publique de son passé, mais en évitant soigneusement toute dramatisation théâtrale. Elle a abordé le sujet du harcèlement systémique dans l'industrie, offrant un soutien inébranlable aux victimes tout en refusant de transformer ses propres traumatismes en marchandises médiatiques. Elle a assumé ses erreurs de jugement, notamment des commentaires maladroits sur les classes sociales et l'accessibilité à la culture, présentant des excuses factuelles sans chercher à se défendre. L'objectif pour elle n'était pas de sortir victorieuse d'un débat rhétorique, mais de rester en accord avec ses principes éthiques. Elle a martelé que le talent n'est le monopole d'aucun milieu social et que l'accès aux opportunités doit être universel. Avec le passage du temps, sa perspective sur la gloire est devenue moins amère, plus nuancée et plus philosophique. Elle a reconnu sans détour sa myopie politique d'antan, admettant avoir chanté docilement là où on l'exigeait, divertissant ceux qui tenaient les rênes du pouvoir sans poser de questions. Plus tard, armée d'une compréhension plus fine des enjeux géopolitiques, elle a utilisé sa plateforme pour défendre des causes humanitaires, critiquant ouvertement les systèmes d'oppression qu'elle avait autrefois considérés comme la norme inévitable. Ce changement de paradigme ne fut pas soudain, mais le fruit d'une longue introspection intellectuelle. Lorsque les récompenses tardives lui ont été décernées, elles n'ont en rien infléchi sa trajectoire. La reconnaissance a été acceptée, poliment notée, puis rangée sans émotion particulière. À ce stade de son existence, la validation extérieure n'avait plus aucune prise sur elle. Son bonheur dérivait de certitudes bien plus modestes, ancrées dans le réel et le silence. La présence de sa famille, un travail thérapeutique porteur de sens et une pratique créative libérée de toute pression constituaient son nouvel équilibre. La cicatrice visible sur son front est demeurée souvent masquée par sa frange mais jamais effacée chirurgicalement. Elle servait de memento physique rappelant l'instant précis où elle avait choisi de cesser de subir pour commencer à décider de son destin. Ce que Sandy Cho a fini par admettre n'était pas un fait divers choquant, mais une vérité inconfortable. Une grande partie de son triomphe public s'était bâtie sur une souffrance muette. Elle a révélé que notre culture confond tragiquement l'endurance stoïque avec la force de caractère et que les applaudissements peuvent devenir une prison aussi hermétique que l'échec. Et surtout que la période la plus lumineuse de sa vie n'a débuté qu'au moment où elle s'est donné la permission de s'éloigner de l'icône que le monde adorait. Elle n'a pas rejeté son histoire, elle l'a réinterprétée avec lucidité,
conservant l'essentiel pour se construire et laissant le superflu se dissoudre dans le passé. Face à la tourmente existentielle et aux épreuves rigoureuses que Sandy a dû traverser, on doit s'interroger objectivement: ce silence radio constitue-t-il un appauvrissement regrettable pour le paysage musical actuel? Ou s'agit-il au contraire d'une conquête fondamentale de sa liberté, une victoire de la sphère privée sur l'exigence de l'image publique? Nous attendons vos thèses et arguments structurés dans l'espace commentaire ci-dessous. Si vous valorisez la qualité et les récits qui explorent la complexité humaine et la vérité derrière la façade superficielle de la gloire, montrez votre soutien en aimant ce contenu et en rejoignant notre cercle d'abonnés. C'est le moyen le plus efficace pour garantir l'accès à nos futures investigations et analyses rigoureuses. Danke pour votre fidélité et à très vite pour la suite.